Bonjour à tous, salut Flavien, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es en forme Flavien? Salut Julien, en pleine forme, on est prêt à se remuer les mollets aujourd'hui, merci pour On l'invitation. est prêt à se remuer les mollets exactement, puisque ensemble, on va parler de comment faire une campagne d'influence LinkedIn. On va parler d'influence, on va parler de visibilité sur LinkedIn, on va parler de stratégie LinkedIn. Alors, si vous me suivez, si vous suivez aussi Flavien, vous savez peut-être que du coup, on est assez actif avec Flavien sur LinkedIn et on a pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. On a même préparé une super presse que vous pourrez garder avec vous par la suite, que je vais partager dès maintenant. Vous avez donc le chat à votre disposition pour nous faire un petit coucou. N'hésitez pas à passer le bonjour dans le chat. Vous pouvez aussi décrire votre activité. Vous pourrez poser aussi toutes vos questions, sachant qu'il y a un onglet questions. On pourra faire aussi des sondages potentiellement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions directement sur le chat. Et si vous nous regardez en replay, vous pourrez poser toutes vos questions plutôt dans la description, enfin plutôt dans les commentaires sur YouTube directement. Mais donc là, on va profiter du live. Donc allez-y, interagissez un maximum et posez-nous un maximum de questions. Je suis très heureux d'accueillir Flavien aujourd'hui pour parler de l'influence sur LinkedIn, de mettre en place des campagnes d'influence. C'est donc aujourd'hui pour vous servir. Il y a moi-même, Julien Doromo, le capitaine de Pilotine, une agence de communication digitale. Donc en gros, on fait des sites internet, on met en place des CRM pour nos clients, on forme nos clients aussi pour le référencement naturel, pour leur site internet, pour LinkedIn. On fait des formations LinkedIn, prospection LinkedIn. Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Flavien. Flavien, je te laisse te présenter. Du coup, je suis le fondateur de la marque Beaumolet que j'ai créée il y a 5 ans. Au départ, on est une marque B2C, donc on équipe Beaumolet, les mollets et les pieds des sportifs, aussi bien élites que les coureurs du dimanche, avec des bonnes paires de chaussettes anti-ampoule fabriquées en France. Et petit à petit, notamment par le biais de LinkedIn, sur lequel on a pu communiquer en fait, dès le premier jour, on a identifié en fait, d'autres opportunités de marché, à savoir le B2B, la personnalisation en fait, de chaussettes à destination des clubs, des courses et aussi des entreprises. Et voilà, LinkedIn est un vrai canal d'acquisition pour nous, donc avec plaisir pour partager tout ça dans quelques minutes. Trop bien. D'ailleurs, petit disclaimer, donc on a fait la même école avec Flavien. Donc comme quoi, on peut aller soit dans le B2B comme moi, soit on peut aller dans le B2C. On a fait une école qui est à Toulouse, qui s'appelle la Toulouse Business School. Et est-ce qu'on ne s'est pas croisé d'abord sur LinkedIn avant de se rencontrer en vrai ou avec les alumni, Flavien? Ouais, sur LinkedIn, tu m'as harponné avec un message de prospection, je crois, Eh ben au voilà, début. donc comme quoi on aurait eu 1000 occasions de se croiser autrement, mais on s'est croisé sur LinkedIn, donc on est au bon endroit pour parler de LinkedIn aujourd'hui. Donc au sommaire, ce qu'on va voir, on va parler de en termes d'introduction, pardon, on va parler du marketing d'influence pour poser les bases. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On va voir comment choisir les bons influenceurs pour sa campagne d'influence B2C ou B2B. Comment mettre en place une campagne et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Flavien va pouvoir nous partager tout son retour d'expérience, tout ce qu'il vit avec Beaumolet. On va pouvoir suivre les performances aussi des campagnes, voir les types de KPIs qu'il faut suivre et bien entendu un temps de questions-réponses. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que nous, avec Flavien, on est chaud patate. On est chaud patate. Donc le marketing d'influence, de quoi parle-t-on? Donc, petite définition, c'est une stratégie de communication qui va consister à collaborer avec des influenceurs. Flavien ou moi-même, on peut parfois être considéré comme influenceur. Mais en fait, parce qu'on est tous des influenceurs à notre niveau. Donc, ça va être des personnalités du web, des experts dans un domaine spécifique. Donc, tous, autant que nous sommes aujourd'hui, toutes les personnes présentes dans ce live, on est tous experts en quelque chose. On a tous une communauté présente quelque part. On parle de micro-influence, nano-influence. On a aussi les grands influenceurs qu'on connaît, mais on ne va pas parler des très, très grands influenceurs aujourd'hui. On va plutôt parler d'influenceurs qui sont à notre portée. Donc, des experts qui vont promouvoir nos produits, nos services, nos marques, avec tout ça, le but du jeu, c'est d'utiliser leur crédibilité et leur audience pour atteindre et convaincre efficacement un public cible. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Flavien? Est-ce qu'on ne serait pas tous un peu des influenceurs? Ouais, je pense que dans tous les cas, on a tous une communauté, tu l'as dit, autour de nous, que ce soit les proches, en fait, on a des gens qui nous écoutent, qui nous donnent du crédit, qui en tout cas, écoutent nos conseils, que ce soit dans le cercle très, très proche ou dans le cercle un peu moins proche, puisqu'on connaît un peu,
toutes les personnes qui sont dans le même secteur d'activité autour de nous. Et en vrai de vrai, on est tous en train un peu de veiller, de surveiller ce que les uns et les autres font. Et aujourd'hui, ouais, forcément, on est tous un peu l'influenceur de quelqu'un. Le mot devient un peu galvaudé aujourd'hui, mais néanmoins, il y a vraiment du bénéfice à parler d'influence et d'aborder ce sujet, puisque ça devient un outil de performance aujourd'hui pour les entreprises. Carrément, carrément. Bon, quel est l'intérêt de collaborer avec des influenceurs? Un, on va s'appuyer sur leur notoriété et leur communauté, que ce soit une communauté de 100 personnes. Si c'est 100 personnes ultra qualitatives, bah, c'est hyper intéressant, ou des milliers ou des dizaines de milliers. Ça va permettre de créer un lien de confiance entre les influenceurs et leur communauté. Ça va permettre de transmettre de l'authenticité, de la proximité, tant que c'est bien fait, bien entendu, et aussi d'avoir un ciblage précis, parce que quand on va cibler un influenceur, on va cibler une communauté à proprement parler, et donc on va pouvoir vous partager un petit peu tous nos retours d'expérience avec Flavien. Mais avant ça, ben, c'est vrai qu'au niveau des secteurs, ben, on se rend compte que tous les secteurs sont concernés. Donc, toi, Flavien, tu es dans quoi? Toi, tu es dans mode et prêt-à-porter, du coup? Ouais, je Ou pense. dans sport? Bah, tu as un peu le mix, tu as Les deux. sport, loisirs, 30. Donc, on voit que le culture sport loisirs, c'est 37%. Donc, c'est là où il y a le plus d'influenceurs. Enfin, c'est là où on peut le plus faire de campagnes d'influence. Et on a tout en bas le service aux entreprises, 17%. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on est chacun aux deux bouts du truc. Toi, tu es dans plutôt le côté sport. Bon, il y a aussi mode prêt-à-porter. Et moi, dans le côté service aux entreprises. Et on voit pourtant qu'on peut faire pas mal de choses. Et on voit que les annonceurs les plus enclins à faire de l'influence, bah, ils sont un petit peu dans tout. Et moi, service aux entreprises, bah, voilà, c'est 6%. Et toi, culture sport, c'est que 4,5%, tu vois, des entreprises au final qui sont prêtes à faire de l'influence. Est-ce que tu veux réagir à ces chiffres ou il n'y a pas forcément besoin? Écoute, pas forcément besoin. Je pense que, en tout cas, on entend de plus en plus parler de la creator economy. La Ouais. creator economy, c'est un jargon finalement assez simple pour définir qu'il y a une économie, en tout cas de l'attention des influenceurs qui est en train de se former. Et on n'est qu'à l'aube de ce qui est en train de se jouer avec la structure où historiquement, ça a toujours été les grands influenceurs. Dans le sport, ça va être Thibaut InShape. Dans le divertissement, on va avoir des Squeezie pour la nouvelle génération. Mais on se rend compte que de plus en plus, on parle de nano-influence, de toutes ces personnes qui ont des plus petites communautés. Et les marques, bah, petit à petit, on le voit, elles sont en train de se structurer sur le marché du sport. En tout cas, c'est x4 sur les niveaux d'investissement de la part des marques. Donc, Mhm. aujourd'hui, c'est 4, mais on sait très bien que c'est en train d'énormément se structurer autour de l'influence. Carrément. D'ailleurs, je tentais un petit truc là. Je vais vous mettre le lien vers le profil de Flavien, si jamais vous souhaitez l'ajouter sur LinkedIn. Je vous mets le lien vers le mien aussi. Comme ça, n'hésitez pas à checker, mais on voit que Flavien comme moi, bah, voilà, on peut être considéré comme influenceur, je ne sais pas à partir de combien de centaines ou de milliers de personnes. Donc toi, tu as 19 000 personnes qui te suivent. Est-ce que tu t'es créé un compte créateur de contenu? T'es créateur de contenu, toi, ou pas? Sur LinkedIn? Parce que je sais Écoute, qu'il à y a l'époque, un je l'avais truc. fait, je crois. Je crois que je Ouais, l'avais fait. ouais. Les nouvelles mises à jour, il me semble qu'ils ont enlevé C'est moins indiqué. Ouais, il n'y a plus. Ah, il y a plus, ouais, effectivement. Bah, tu vois. Donc, tu parlais de la créateur économique, mais donc, du coup, nous sommes tous des créateurs de contenu, effectivement, à notre niveau. Ok. Donc, il faut savoir que l'influence a aussi une place à part entière dans les relations publiques ou les relations presse, puisque ben, voilà, ça fait partie un petit peu de tout ça. Et notamment, des fois, quand on travaille avec des influenceurs qui n'ont pas que leur compte sur LinkedIn, mais des fois aussi leur site internet, il suffit qu'ils utilisent les différentes informations qu'ils vont communiquer sur la marque dont ils vont parler sur leur site web. Et ça peut faire gagner des points aussi en référencement naturel, en visibilité, en pas mal de choses. Donc, des fois, c'est un peu aussi le double effet qui se coule à ce niveau-là. Toi, est-ce que tu travailles aussi avec la presse traditionnelle, Flavien, ou surtout l'influence via LinkedIn et les réseaux sociaux comme Instagram et autres? Quand j'ai lancé Beaumolet, au final, j'avais pas beaucoup de réseau. Ouais. Je sortais de l'étude, j'avais pas de moyens, donc au final, il a fallu se débrouiller. Donc j'ai utilisé LinkedIn comme vraiment comme un levier à la fois un canal d'acquisition pour aller rencontrer, discuter avec des particuliers, des coureurs pour nous aider à co-construire un petit peu nos produits et la marque. Et d'autre Mhm. part, pour aller cibler les journalistes. Donc en fait, la dimension RP, c'est moi qui l'ai faite. Et je crois que sur le lancement de Beaumolet, j'ai dû réussir à obtenir une vingtaine, trentaine d'articles, simplement en fait en allant identifier les journalistes
qui sont cités, qu'on peut voir, donc Le Parisien, Midi Libre et compagnie. Et ni plus ni moins, je suis allé directement les contacter et j'ai fait ce travail de relation presse directement. Et ça marche C'est-à-dire, encore. t'es allé sur leur adresse mail ou tu les as contactés via LinkedIn? Via LinkedIn pour les Mmh. premiers. Et puis après, effectivement, j'étais pas encore aussi chevronné qu'aujourd'hui avec l'enrichissement pour récupérer les emails et toutes ces choses-là. Mais au Ouais. début, simplement beaucoup de volume à destination de ces journalistes en leur prémâchant le travail, en leur Mmh. expliquant pourquoi ils devaient communiquer, sous quel angle et pourquoi ça pouvait intéresser leur audience. Mais il y avait vraiment un travail préparatoire en amont qu'il ne faut pas sous-évaluer, que ce soit sur la relation presse ou sur l'influence. Il y a un travail de notre part quand même à essayer de trouver pourquoi l'influenceur, le créateur de contenu ou bien la presse aurait un intérêt à parler de notre marque ou de notre entreprise. Il faut lui donner une bonne raison et c'est quand même là aussi l'enjeu. Ouais, c'est vrai qu'il faut travailler un petit fil rouge, faut se différencier en fait des autres contenus. C'est pas juste dire, je viens de lancer mon agence digitale, je viens de lancer ma marque dans le domaine du sport, mais plutôt d'essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour pouvoir faire en sorte qu'ils parlent de nous. Effectivement. Eh bien, on va parler de l'exemple de Beaumolet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta stratégie au final en termes d'influence? Donc, comme on en a parlé, tu es toi-même influenceur, donc je pense que tu vas nous parler aussi de ton personal branding. Et après, comment tu as pu travailler avec d'autres personnes dans le cadre de tes campagnes d'influence? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, la première étape, du coup, ça a été déjà d'aller chercher l'influence là où elle est la plus proche et où elle est la plus facile à mettre en application, moi-même en l'occurrence. Donc, j'avais Hmm. 1000 ou 2000 abonnés au début de l'aventure Beaumolet. Et Ouais. donc, j'ai fait ce qu'on appelle comme stratégie ce qu'on appelle du build in public, donc le fait de créer en public l'entreprise Beaumolet. Et depuis le premier jour, en fait, j'ai documenté tout ce qui se passait dans l'aventure, tout ou presque, en tout cas, dans ce qu'on pouvait communiquer. Mais l'idée, c'était de pouvoir documenter cette aventure et donc de faire de la création de contenu. Naturellement, il y a une mécanique qui se crée, et je pense que tu le sais bien, Julien, puisque tu es aussi énormément présent là-dessus, c'est que cette création de contenu, elle va commencer à donner un petit peu de volume, de flux, de toucher des nouvelles personnes autour de nous, et il commence à y avoir une dynamique qui se traduit naturellement en termes de métriques par un nombre d'abonnés. Aujourd'hui, donc, j'ai presque 20 000 abonnés sur ma page personnelle, qui est mon fer de lance numéro 1, et la page entreprise que tu mets sur la présentation, où on est à près de 6 000 abonnés, sur lequel on a réussi à réunir autour de la marque et de mon profil des gens qui sont des mordus de course à pied, de sport en tout cas. Et on a commencé par ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dès lors qu'on a eu nos premiers acheteurs sur la marque de chaussettes Beaumolet, eh bien, ça a été de donner des outils, on le faisait au début encore plus, pour engager en tout cas les gens qui venaient d'acheter nos chaussettes, notamment pour faire des posts sur les réseaux sociaux, ou bien en soignant l'expérience. Quand on achète une paire de chaussettes, au début, on faisait systématiquement, c'est un peu moins le cas aujourd'hui avec le volume, mais on faisait systématiquement des petits mots, on essayait vraiment de remercier avec de l'attention et vraiment de l'énergie nos premiers acheteurs. Et on a eu énormément aussi de clients qui se sont transformés en ambassadeurs et en faisant des posts sur LinkedIn. Et systématiquement, quelqu'un qui va communiquer sur la marque Beaumolet, encore aujourd'hui, qui va faire un post sur Beaumolet, il va avoir énormément d'engagement sur ses réseaux parce qu'on a une communauté qui est ultra engagée sur LinkedIn et qui suit la marque. Et donc, on est passé de « je suis mon propre influenceur » à « mes clients deviennent mes premiers influenceurs ». Et puis, à un moment donné, on a voulu passer le step du dessus. On avait besoin de crédibilité notamment. Et tu parlais de ce sujet d'associer, grâce à l'influence, son image à des personnes qui font figure d'autorité. J'ai eu le plaisir de croiser la route d'un champion du monde d'athlétisme, Pierre-Ambroise Boss, qui a fait une superbe finale en 2017 en devenant champion du monde, pour celles et ceux qui ont la référence. Et on a fait une première collaboration textile. Et en fait, on a eu le plaisir à la fois d'avoir un produit qui se vend, sur lequel on peut aller avoir de la performance économique, et aussi de la performance en termes de notoriété, puisque avec Pierre-Ambroise, on a eu la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir ce t-shirt, cette paire de chaussettes créée en collaboration avec Pierre-Ambroise Boss. On a eu une co-création technique, une co-création design et une communication globale. Et la jolie histoire, c'est qu'en 2025, Pierre-Ambroise Boss est donc devenu actionnaire minoritaire de l'entreprise, de la marque Beaumolet, à nos côtés. Et ça, c'est juste une fierté
dingo, et il n'est pas venu seul il est venu accompagné. Alors, c'est deux personnes de la même génération et qu'on a reconnu aussi et qu'on a réussi à attirer de cette façon-là. Christophe Lemaître, double Ouais, il y en médaille. a plein. Il y Voilà. en a plein des Christophe Lemaître. Attends, 100 mètres. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais tu devrais. C'est que, ouais, effectivement, il est. Ouais, exactement. Voilà, Christophe Lemaître, notre champion national aussi. Trop Premier, bien. premier français à être passé sous les. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier blanc. C'est comme ça qu'il a été catalogué par la presse, mais à Ouais. passer sous les 10 secondes au 100 mètres. Et qui est donc du coup maintenant associé Beaumolet aussi. Tout à fait. Donc comme quoi, à travers tes influenceurs, tu as réussi à trouver des associés d'aventure. Donc parfois, on a envie d'aller encore un petit peu plus loin quoi, et de partager un bout d'aventure entrepreneuriale ensemble. Tout à fait. En tout cas, c'est un catalyseur pas que de business, mais d'une aventure humaine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres, et je pense que tu partages aussi ce point-là, Julien, c'est que LinkedIn c'est comme si tu n'avais pas de frontière en fait entre ce que tu penses, ce que tu veux et ce que tu peux faire, parce que tu as une ouverture sur le monde et sur toutes les personnes qui sont présentes sur la plateforme. Donc, si tu as un peu de panache, le bon message et la bonne approche, en tout cas, tu t'exposes à des projets qui sont extraordinaires. Ouais, pour faire un petit retour d'expérience aussi côté Pilotine, donc effectivement, le premier influenceur de Pilotine, c'est moi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle faire du personal branding. On en parlait en amont avec Flavien quand on a préparé ce contenu. Mais du coup, c'est vrai que la partie personal branding, elle est hyper importante et c'est souvent les associés ou les décideurs dans l'entreprise qui vont avoir cette posture nécessaire pour avoir un avis sur quelque chose, représenter l'entreprise et tous les collaborateurs peuvent le faire, mais en général, c'est compliqué de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs comme soient des champions du monde de LinkedIn et puis tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais par contre, pour l'entreprise, pour se développer, pour se donner de la visibilité, c'est ultra important. Et donc souvent, les fondateurs, les dirigeants sont prêts à passer ce pas-là et à avoir une posture de personal branding. Donc c'est vrai que le premier influenceur aujourd'hui de Pilotine, j'en suis l'humble représentant. Et ça a pu permettre de créer des choses parce que en lien avec des personnes avec qui on a co-créé des contenus, avec qui on a eu du coup des campagnes d'influence, et c'est devenu des partenaires plus. Après, on a commencé à utiliser leurs outils, on a commencé à plus collaborer ensemble et on est devenu clients, fournisseurs, des choses comme ça. Donc des fois, en fait, de travailler cette influence et ces relations presse, ça permet aussi de trouver ses futurs partenaires, ses futurs associés. Pour la petite histoire, notre nouvel associé chez Pilotine, avec qui on s'est associé à 2 ans et demi, on a rejoint un groupe qui s'appelle le groupe SRA de 300 collaborateurs, eh bien, on a fait le deal de l'association en allant courir ensemble. Tu vois, le running, LinkedIn, la visibilité, ça apporte pas mal de choses. Ou les bureaux dans lesquels on se trouve chez Pilotine. Là, je suis dans le studio, mais on a des beaux bureaux à Lyon. Je les ai trouvés grâce à un post LinkedIn aussi. Donc, parfois, LinkedIn et ce côté influence permet de pouvoir créer des belles histoires. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la suite. Alors, au niveau de l'influence et la publicité. Alors, que dit la loi? Les collaborations avec des influenceurs sont régies dans un cadre légal. Donc, normalement, il faut indiquer publicité ou collaboration commerciale en début de vidéo et tout ça. Est-ce que tu as vu que tout le monde respectait tout ça? Flavien, c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que ça a beaucoup évolué depuis 4 ou 5 ans. Ouais, Quand moi j'ai commencé à créer du contenu, au départ, il n'y avait pas besoin de communiquer là-dessus. Mais quand on a vu enfin, je pense quand on a vu les les dérives sur dérives. Instagram ou notamment sur ces réseaux TikTok et compagnie, il y a eu tellement je pense, de déboires que l'appât du gain a fait que certains influenceurs n'étaient pas totalement voilà, justes avec leur communauté. Et on parle de communauté en l'occurrence. Donc aujourd'hui, ça se durcit ou en tout cas, ça s'encadre. Et ça veut dire qu'il faut trouver toujours la bonne façon de placer ça, mais c'est pas plus mal en réalité que d'encadrer tout ça au niveau de la loi. Carrément. Bon, on voit que souvent c'est même oublié, hein. Les gens ne le disent pas forcément non plus tout le temps. Mais
ou alors certains le placent de manière maligne en disant ah, voilà, j'ai reçu ce produit gratuitement, donc c'est pour ça que j'en parle. Ils disent pas forcément publicité ou collaboration commerciale. Parce que d'ailleurs, publicité ou collaboration commerciale, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une facture derrière, il faudrait qu'il y ait vraiment un transfert financier, alors que potentiellement la personne, on a fait un partenariat, un échange de bons procédés ou autre. Donc après, on peut préciser la nature de l'échange. Mais du coup, le but du jeu, c'est quand même d'être le plus transparent possible. Donc, normalement, on doit retrouver le petit collaboration commerciale. Alors, Instagram, par exemple, il a mis en place un process. Il a un bouton, on peut cliquer en disant que c'est bien une collaboration commerciale. Sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises, on est encore sur un terrain pas trop conquis par les influenceurs. Donc, du coup, c'est à mettre dans le post, mais il n'y a pas un bouton pour indiquer que c'est des collaborations commerciales, ce qui se fait beaucoup plus sur Insta. Alors, si je peux me permettre la petite Vas-y. aparté, Julien, moi je vois qu'il y a petit à petit de l'A/B test en ce moment quand même. J'ai vu quelques Mhm. posts où tu as les posts sponsorisés qui commencent à apparaître. Il y a la mention de collaboration aussi, je crois, qui apparaît, mais on est encore, je pense, à l'étape de test sur LinkedIn. Sur LinkedIn, carrément. Alors, maintenant, comment choisir les bons influenceurs pour sa campagne d'influence? Eh bien, il va falloir pour d'abord, avant de choisir, être hyper clair sur ses objectifs. Est-ce qu'on veut générer du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on veut générer de la notoriété? Est-ce qu'on veut générer du trafic? Est-ce qu'il y a des périodes de l'année qui vont être plus importantes que d'autres? Donc, du coup, il va falloir définir un petit peu tout ça. Et ces objectifs vont permettre de mettre en place, du coup, les bonnes actions. Par exemple, un code promo qui va permettre d'identifier facilement s'il y a des ventes en ligne qui vont être effectuées par le biais d'un influenceur. Si je prends mon cas, et après Flavien, tu vas donner le tien, nous, notre objectif, il est clairement d'aller générer des leads. Donc, on va préférer faire des partenariats, on va préférer créer du contenu avec des gens qui vont avoir une posture d'apporteur d'affaires. Que Squeezie ou MrBeast parlent de pilotine, bon, je serais content, forcément, parce que c'est des gens qui ont une grosse communauté. Mais comment ils vont réussir à mettre en avant le fait qu'on fait des sites internet? Est-ce que leur cible est hyper pertinente là-dessus? Je ne pense pas. Donc moi, je préfère toujours des plus petits influenceurs, des nanos ou des micro-influenceurs, voire plutôt des partenaires business qui vont plutôt me donner de la visibilité sur une cible hyper précise. Donc c'est pour ça que je vais être plutôt sur de la génération de leads si je passe par des influenceurs. De ton côté, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi tes objectifs, Flavien? Je vais te faire une réponse de Normand. Ça dépend. Dans le cas de Beaumolet, en tout cas, on est sur un marché ultra concurrentiel, celui de Ouais. la paire de chaussettes à destination du B2C, sur lequel il y a déjà des acteurs qui sont installés, d'une part, et sur ce qu'on appelle l'objet publicitaire. Donc, alors nous, en l'occurrence, notre force, c'est la paire de chaussettes, mais sur le fait de faire des chaussettes personnalisées, Hmm. disons qu'il faut quand même ratisser assez large pour commencer à avoir des prospects. Le besoin, il est pas si évident à identifier. Donc, nous, au départ, l'enjeu, il a été surtout d'avoir des gains de notoriété. C'est pour ça Ouais. qu'on a posté dès le premier jour, que j'ai posté dès le premier jour sur mon profil LinkedIn. Et c'est Mhm. plus de 5 millions d'impressions depuis qui ont été générées par post. Donc, je sais pas, on est à plus de 10 000 impressions par post aujourd'hui sur LinkedIn. Et j'essaie vraiment de tabler sur des posts qui vont faire de la notoriété pour Mhm. toucher plein de monde, pour ratisser très large. Et à des moments donnés, effectivement, avoir des posts plus typés performance. Mais souvent, c'est vrai que d'ailleurs, tu parles de l'importance des objectifs. Il faut bien dissocier, est-ce qu'on a envie de faire de la notoriété ou de la performance économique? Et en Mhm. général, c'est un peu dur de faire les deux en même temps, voire quasi impossible. Ouais. Ah oui, oui, nous on voit qu'on a trois types de postes. On a le fameux tofu, mofu, bofu. Donc tofu, c'est le top of the funnel, donc ce qui est en haut de l'entonnoir. Donc là, ça va donner juste de la visibilité, de la notoriété, entre guillemets. Donc là, on va faire des posts un peu plus sympas, légers. Je sais pas. Par exemple, j'ai fait un post sur mon poisson d'avril qui était que j'arrêtais le running et que je me mettais à l'alpinisme. Je sais pas, c'est un post, on va dire, à la con. Il sert pas à grand-chose, mais bon, c'est sympatoche. Ça fait 50 000 impressions, 50 000 vues. Est-ce que j'ai vendu un site internet grâce à ce post? Certainement pas, mais il y a 50 000 personnes qui ont vu passer quelque chose de funky avec Julien Doromo derrière et du coup qui ont peut-être suivi la page, qui se sont peut-être abonnés, qui maintenant m'auront en tête. Et derrière, on a des posts donc, qu'on appelle MOFU, donc middle of the funnel, au milieu du funnel, où là on parle un petit peu plus de technique, on va parler plus de site internet, de référencement, on va parler de pas mal de choses comme ça. Et après, il y a le bas de l'entonnoir, donc le BOFU, le bottom of the funnel, où là, on va avoir effectivement des contenus
pour de la génération de leads. Donc, c'est là où on va créer des événements, faire en sorte que les gens puissent s'inscrire. On va créer des livres blancs qui sont en téléchargement, donc les gens vont devoir laisser leur email. On va proposer des audits gratuits, des choses comme ça. Et du coup, il faut alterner effectivement ces 3 types de posts. Les posts sympas, genre Poisson d'avril, il peut y avoir 50 000, 200 000 vues, mais 0 lead. Les posts très, très, très pertinents, il va y avoir peut-être 2000 vues. Donc, on peut se dire, c'est nul, mais il va y avoir 1, 2, 3, 10 leads. Donc, du coup, il faut alterner tout ça parce que si on fait que des posts pour de la génération de leads, on va embêter les gens au bout d'un moment. Si on fait que des posts rigolos, on est rigolo, mais on ne fait pas de business. Donc, il faut alterner un petit peu tout ça. Effectivement. Pour passer à l'action, il va falloir créer son persona, à qui on s'adresse ou autre, parce que notamment, dans à qui on s'adresse, on a ces centres d'intérêt et notamment les personnes auprès de qui cette personne va chercher du contenu. Si dans les centres d'intérêt, on a le côté sport, le côté passion, tout ça, ils vont sûrement suivre des influenceurs qui sont en lien avec ces centres d'intérêt-là et c'est là où vous pouvez les trouver. Alors, sur LinkedIn, quand on parle de LinkedIn, c'est vrai que ça parle moins sport, passion, jeux vidéo ou shopping. Donc, ça va être plutôt en lien avec la typologie qu'on en attend. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Toi, au final, ton persona, on pourrait dire, normalement, il n'est pas censé être sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce que tu fous sur LinkedIn, Flavien, et pas sur Instagram? La différence quand même sur LinkedIn par rapport à Instagram, c'est que tu as la possibilité d'identifier un prénom et un nom. Et au départ de l'aventure Beaumolet, c'était le côté un peu pirate. Je m'amusais simplement à aller sur des courses sur lesquelles j'étais positionné, sur lesquelles j'avais potentiellement été exposé avec mon stand de chaussettes. Et je retapais à la mano le nom et le prénom de la personne pour les ajouter et puis refaire un petit coucou auprès de Et c'était plus simple sur LinkedIn que sur TikTok où ils ont des noms chelous et tu peux pas savoir qui pseudos. c'est, quoi. Exactement. Ok. Mais en tout cas, LinkedIn est une base de données sur laquelle vous avez la possibilité d'utiliser des filtres et d'aller segmenter, identifier précisément en fonction des centres d'intérêt. À l'époque, je ne sais pas si cette fonctionnalité fonctionne encore, mais tu peux aussi aller, par exemple, utiliser la fonctionnalité créateur et savoir qui sont les personnes qui suivent tel ou tel créateur. Donc, en fait, si tu vas prendre quelqu'un qui est assez niché, finalement, tu peux être sûr que toutes les personnes qui suivent cet influenceur, ce créateur de contenu, c'est forcément des gens qui sont dans ta niche ou qui ont un intérêt pour ton secteur d'activité. Carrément. D'ailleurs, on voit que. Alors, toi, tu as bloqué. On ne peut pas accéder à tes 19 341 abonnés. Moi, je crois que je ne l'ai pas bloqué. Donc, c'est-à-dire que si vous cliquez ici sur mes abonnés, vous pouvez voir effectivement qui me suit. Et du coup, là-dedans, tu peux chercher effectivement les responsables marketing, des dirigeants, des choses comme ça. Et donc, ça peut se faire effectivement de voir toutes les personnes qui suivent un créateur de contenu sur LinkedIn et de pouvoir après potentiellement les prospecter manuellement, automatiquement, ou de se dire juste, ces personnes-là m'intéressent, donc je vais faire un deal avec Flavien, par exemple, parce que sa communauté a l'air intéressante pour mon produit. Effectivement. Ok, alors du coup, il y a plusieurs types d'influenceurs. Donc toi, tu vas me dire un peu par lesquels tu passes. On a les micro-influenceurs, donc ceux qui ont entre 3000 et 20 000 abonnés. Un engagement souvent très élevé parce qu'on est sur une petite cible. J'aimerais rajouter avant, du coup, les nano-influenceurs, ceux qui ont entre 1 et 3000 abonnés. Ensuite, on a les middle influenceurs de 20 000 à 100 000, les macro-influenceurs de 100 000 à 1 million et les top influenceurs, ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés. Alors, par lesquels tu passes, toi, en général, Flavien? Aujourd'hui, nous, on est que sur du nano-micro influenceur, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. En termes d'engagement, c'est vraiment le côté engagement qui crée aussi de la viralité, surtout que LinkedIn est très, très regardant sur l'intensité d'engagement sur chaque post. Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que les gens passent du contenu là-dessus? Et en général, on est assez engagé sur des micros ou des nano-influenceurs parce que c'est des gens qu'on connaît. Là où des top influenceurs sur LinkedIn aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que le niveau de performance, il reste encore à explorer. Il n'y a pas beaucoup, si ce n'est des influenceurs B2B en l'occurrence. Et là, ce n'est pas le même Carrément. budget. Et moi, je ne l'ai pas testé à titre perso. Moi non plus. Donc, de manière très transparente, on est aussi sur les nano et micro-influenceurs. J'aimerais donner un exemple. Je ne sais pas si tu connais Team for the Planet. Ça te parle ou pas? Je Totalement. pense. Grosse stratégie Ouais. d'ailleurs. Grosse stratégie d'influence et ils ne lâchent pas un seul centime. Par contre, ils vont se reposer sur leurs 528 000 abonnés et surtout l'ensemble de leurs associés. Donc, par exemple, chez Pilotine ou moi-même, on est associé Team for the Planet et donc je reçois leur newsletter et dans une newsletter, ils disent voilà,
Cette semaine, on va parler de tel truc hyper important. Du coup, on compte sur vous tous. Si vous faites tous un post, ça va changer la donne. On lève des fonds, on fait ci, on fait ça. Et du coup, c'est vrai que ils sont moins de 10 chez Team for the Planet, mais ils ont 528 000 abonnés. Et regardez, il y a je ne sais pas combien de personnes qui disent travailler ici. Alors, ils ne travaillent pas vraiment, c'est juste qu'ils sont associés. Mais comme moi, sur mon profil, j'ai marqué que j'étais associé Team for the Planet. Et leur stratégie marche énormément. Donc, eux, c'est du massive nano-influenceur. Donc, c'est que des personnes, on va dire, qui ont il y a beaucoup de personnes, la majorité ont moins de 3000 abonnés. Mais s'il y a 1000 personnes de 3000 abonnés qui prennent la parole, et bien là, ça peut faire 3 millions de personnes touchées à chaque fois. Donc, ça pèse énormément. Donc, effectivement, chez Pilotine, comme chez Beaumolet, on est plutôt sur les nanos, donc les petits avec qui on va faire plutôt des partenariats, avec qui on va faire de la création de contenu croisé ou des personnes juste qui sont satisfaites du travail, donc ils vont en parler à leur propre communauté. Donc on est plus sur du bouche à oreille et, enfin en tout cas, de mettre en place un process pour favoriser le bouche à oreille et du micro-influenceur où là on va faire des partenariats un petit peu plus poussés. Mais après, les autres coûtent extrêmement cher et on va pouvoir donner des idées de tarifs juste après. Mais effectivement, on est plutôt sur nano et micro-influenceurs. Au niveau des critères, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn ou des choses comme ça, ce qui est important, ça va être de regarder effectivement l'engagement de la communauté. Parce qu'en fait, il arrive des fois que des personnes trichouillent, entre guillemets, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on peut acheter des abonnés. Par exemple, si vous allez sur Instagram, il est possible d'acheter des abonnés. Vous payez 10 balles et vous avez 3000 abonnés d'un coup. Est-ce que tu as déjà tenté ces stratégies-là, Flavien, ou pas, en toute transparence? Alors, avant que tu te dises, moi, par exemple, je l'avais fait sur Twitter. Sur Twitter, à un moment, je me dis, putain, j'ai quand même pas assez d'abonnés. J'en ai acheté 1000 d'un coup. Et je me suis retrouvé avec 1200 abonnés. Je me dis, ah, c'est bon, ça y est, j'ai tout compris, j'ai 1200 abonnés. Et bien, derrière les statistiques, donc le vrai engagement, il a baissé drastiquement. Parce que là où LinkedIn, Instagram, Twitter et tous ces outils, en fait, ce qu'ils font, c'est que quand vous faites un post, il va le proposer à 100 personnes, par exemple, en lien avec l'ensemble des personnes qui vous suivent. Mais si sur ces 100 personnes, il y en a 90% qui sont des fausses, eh ben, ils ne vont pas interagir. Donc, du coup, LinkedIn ou Instagram vont se dire, eh ben, ce post, il est tout pourri, donc je le mets à la poubelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder le taux d'engagement. Ça donne un bon indice si la personne, en fait, a une communauté qui ne sert à rien ou si c'est une vraie communauté engagée. Donc, est-ce que tu as déjà tenté, toi, Flavien? Non, je ne l'ai jamais fait. Et Tu dans n'as toutes les jamais personnes tenté? qui l'ont fait, non, j'ai pas été, j'ai été plutôt frileux parce que toutes les personnes qui l'ont fait autour de moi m'ont toujours dit que ça n'avait pas eu d'impact significatif au niveau du business. Ça baisse même Donc les peut-être, stats. voilà, ceux qui sont un peu plus, les moins honnêtes entre guillemets et qui ont vendu des choses, mais ça dure jamais dans le temps. En tout cas, on ment pas sur la qualité du contenu. Ce qui fait que tu as des abonnés, c'est la qualité de ton contenu, la qualité de ta prospection aussi. Ouais. Et si le fond il est pas bon, malheureusement, ta stratégie elle marchera jamais, que tu aies 10 000 abonnés achetés ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils là comme Hype Auditor qui permettent de calculer le taux d'engagement. Je vous le mets dans le chat, le taux d'engagement sur ces éléments-là. Mais ça permet effectivement des fois de savoir. Donc il faut regarder. Par exemple, moi, quand je suis contacté en tant qu'influenceur, donc des personnes veulent me contacter pour que je parle de leurs produits. À chaque fois, ils me demandent des screenshots des derniers posts, les statistiques, machin. Ils me demandent quand même pas mal d'informations. Ils se basent pas juste sur le nombre d'abonnés sur LinkedIn, ils vont creuser beaucoup plus sur l'engagement, ça fait combien de vues à chaque fois, les types de posts qui marchent le plus ou autres avant de se lancer. Bon, on a pas mal de choses. On peut regarder la typologie de la communauté, la taille de la communauté, la localisation, la langue, le ton, le style, le contenu, les thématiques. Donc, quand on parle de LinkedIn notamment, on va être plutôt sur les thématiques. De quoi parle la personne en général et ce qui permettra de donner une bonne indication sur le secteur d'activité. Au niveau de tous les outils qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur à quel point les influenceurs ont une belle visibilité, où il y a un bon engagement, on retrouve Hypoditor, Finly, CallSquare, Reach, Skippers, il y en existe plein. En tout cas, voilà, l'un de ces outils va pouvoir vous permettre de savoir un petit peu plus si le profil de la personne a vraiment un bon engagement ou pas. Ou après, c'est juste de demander à la personne d'extraire les statistiques qu'il a sur LinkedIn, par exemple, pour vous assurer de la performance qu'il y a à chaque fois. Est-ce que toi, tu fais ce petit travail un petit peu d'audit ou pas en général, tu bosses plutôt sur la confiance avec les personnes avec qui tu bosses?
On n'en fait pas assez pour, en tout cas, avoir structuré avec les Mmh. outils. Pour tout te dire, on fonctionne vraiment plutôt à l'affect et à quelque chose de pas encore industrialisé. Je vois les Mmh. contenus des gens et c'est un peu plus le sixième sens que tu développes, où tu vois Ouais, les likes, le niveau d'interaction et ça te donne un peu une tendance, en tout cas. trop bien. Bon, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte de pouvoir passer par des influenceurs? Parce qu'il faut tenir compte du coût global de l'opération, hein. Ce n'est pas juste qu'est-ce que va vous payer, va vous coûter cette influence. Donc, il y a la rémunération de l'influenceur potentiel, sauf si vous faites un partenariat, le coût du produit ou le coût du service qui est offert, les potentiels frais annexes et le temps que vous allez y passer. Ou quand vous passez par une agence, parce qu'il y a depuis quelques années pas mal d'agences d'influenceurs, d'agences d'influence qui se développent, notamment sur LinkedIn. Il y en a pas mal qui sont développées comme agences de mise en relation avec des influenceurs LinkedIn. Et du coup, en fait, ça coûte assez cher parce qu'on va cumuler tous ces éléments-là. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu passes principalement par des produits offerts, des services offerts? Tu fais de la rémunération aussi? C'est quoi un peu ton mix? C'est quoi tes expériences, les expériences que tu as pu avoir avec des influenceurs? Pour le coup, on est plutôt frileux parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Donc, en priorité, c'est de la dotation produit, d'une part. Mhm. Et ensuite, ça va être plutôt du variable. On va essayer de variabiliser au maximum le fonctionnement. Et après, quand je dis variable, c'est que si on met en place une collaboration, par exemple, autour d'un produit, Ouais, on va être sur un système comment dire, de licence, un peu avec en tout cas des royalties ou un ok, pourcentage reversé à la perf. ok. Euh, c'est ce que je trouve le plus souhaitable aujourd'hui. Mais après, voilà, ça dépend de chaque entreprise, de chaque entité. Nous, on a un Mhm. secteur aussi qui est un peu sexy sur le papier, notamment quand on touche des passionnés, où on peut se permettre plus facilement d'aller là-dessus, alors que quand le secteur est un peu plus traditionnel, il faut plus souvent mettre la main à la poche avec un fixe en général. Ouais, ouais, carrément. Nous, de notre côté, donc on fait beaucoup de co-création de contenu. Donc en fait, on va offrir de la visibilité à la personne nous offre de la visibilité, donc on partage un petit peu tout ça. On a, alors pour le produit, service offert, ça on le fait pas trop. Par contre, donc moi, les personnes qui m'ont contacté, souvent pour que je puisse faire des posts sur leurs outils ou d'autres choses comme ça. Alors j'en fais pas des masses, mais à un moment j'avais commencé à en faire pas mal et ils me payaient en rémunération, ça allait de 250 euros à 1000 euros. Ceux qui payaient 1000 euros en général, c'était vraiment des services qui étaient un petit peu, on va dire, assez étrangers au final à mon secteur d'activité. Je sais pas, j'ai pu faire une collaboration à un moment avec Uber, parce qu'ils lançaient un Uber for Business. Et du coup, le but du jeu, c'était de dire, bah, vous avez votre abonnement Uber, mais vous pouvez en avoir un aussi pour vos collaborateurs et tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont offert le produit. Donc, j'avais, je sais plus combien de crédits dessus, tout ça. Ils m'avaient filé les 1000 balles. Donc, sur le papier, c'était très intéressant en termes de rémunération pour la petite communauté que j'avais. Mais dans le fond, bah, d'un point de vue ligne éditoriale, c'était un petit peu hors sujet et je me suis moins retrouvé dessus. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas continué ce genre de collaboration. Donc, maintenant, les collabs, si j'en fais, c'est plutôt avec des outils que j'utilise déjà. Et comme tu le dis, soit de l'affiliation derrière. Si les gens utilisent l'outil, bah, moi, j'aurai par exemple quelques mois gratos en échange. Ou vraiment parce que j'adore l'outil. Et en plus de ça, ils ont un programme où ils peuvent me payer pour faire un post. Bah, tant qu'à faire, autant être payé pour faire le même post que j'aurais fait gratuitement entre guillemets. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, il faut que ça rentre dans une ligne éditoriale, il faut qu'on soit sûr du produit. Parce qu'au final, le Uber for Business, bon, je l'ai utilisé 3 fois parce qu'en fait, on est en centre-ville, on n'utilise jamais Uber, donc ça me sert strictement à rien. Donc voilà, c'était complètement hors sujet. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi d'être approché par des marques et d'avoir testé et finalement de revenir un peu en arrière? Ouais, totalement. Bah, il y a 2 choses. Il y a les marques qui te proposent de mettre en avant des outils, digitaux notamment, que tu n'utilises pas et donc en termes de c'est compliqué en fait, quand tu crées ton contenu, tu sais que tu Mmh. engages mine de rien ta crédibilité et la confiance que peuvent avoir les gens envers toi et je l'ai fait une fois, mais j'utilisais l'outil et sur les autres, j'ai jamais réussi à être en fait inspiré. L'appât du gain me disait: «Vas-y, on y va» et Mmh. en fait, au final, je faisais pas la mission et donc il se passait rien parce que, il y avait ce côté intégrité et je pense que le Ouais. bon levier, c'est plutôt de mettre en avant, des choses que tu utilises et que tu aimes vraiment. Je pense que les personnes qui sont sur Instagram et sur TikTok qui le font déjà l'ont bien compris. C'est quand même plus simple d'être déjà aligné dans ses baskets et de Mmh. respecter les gens qui te suivent pour ce que tu représentes. Je pense que c'est le meilleur alignement aujourd'hui. Et on était sur voilà, c'est des 500 euros dans ces budgets-là pour voilà, autour de 15 000 abonnés, 15-20 000 abonnés.
Ouais. Ok. Autre retour d'expérience que j'ai pu avoir, moi, c'est quand par exemple, j'ai fait une course qui s'appelle l'UTMB, c'est l'Ultra Tour du Mont Blanc, ou l'Ultra Trail, pardon, du Mont Blanc. Donc l'UTMB, c'est tous les ans à Chamonix, c'est la finale mondiale des courses d'Ultra Trail, donc les courses de 180, à peu près 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et en fait, dans le cadre de ce projet, là, j'ai vraiment créé un projet, je suis allé chercher des partenaires qui ont financé du coup de la création de contenu, qui ont financé un documentaire. Ça a permis de payer l'ensemble du matériel, la nourriture, la logistique, pas mal de choses. Mais du coup, c'est vrai que ça a été un projet co-construit avec les autres. Donc, on est plus sous un gros format de partenariat que plutôt un petit poste par-ci par-là qui n'a aucun sens. On est vraiment sur une continuité, un vrai fil rouge qui a été créé avec les marques. Et les marques, pour les citer, donc il y a un magasin de running à Lyon qui s'appelle 14 Running. Il y a eu Oka, il y a eu NAC, il y a eu Garmin aussi. Et en fait, ces 4 marques-là, ça a été un vrai partenariat du début jusqu'à la fin. C'est un projet de 6 mois. Donc, ça coûte beaucoup plus cher, bien entendu, que juste 1000 balles, là, que Uber avait pu filer, mais ça faisait beaucoup plus de sens. Et du coup, tout ce contenu, vu qu'il était co-construit, c'était beaucoup plus pertinent. Et ça me fait penser un peu aux collaborations que tu as pu faire avec Pierre-Ambroise Boss, par exemple, où vous avez tiré un vrai fil rouge, il y a une vraie histoire qui s'est créée sur plusieurs années jusqu'à ce qu'ils deviennent après même associés. Et du coup, au final, je remarque que c'est plus ces longues histoires-là qui pèsent dans la vie d'une boîte que un poste comme ça où il y a eu 10 000 vues dessus, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? 100%. Bon, c'est beau. Bon, pour vous donner quand même quelques petites idées de prix, quand on fait des posts, alors c'est vrai que sur LinkedIn, il n'y a pas trop d'informations, mais voilà. Moi, les posts que je peux faire, qui sont où il y a entre 5 000 et jusqu'à 50 000 vues, on est de 250 € à 1 000 € en général. C'est les tarifs que j'ai pu voir. Sur Instagram, entre nano, micro, macro ou top influenceur, on voit que ça peut aller de 0 avec juste de l'échange de bons procédés jusqu'à du 25 000 € ou 50 000 € pour du YouTube aussi qu'on peut retrouver. Donc, c'est vrai qu'avec Flavien, on a des expériences plutôt de nano ou micro-influence. Donc, voilà, ça va aller de 250 à 1 000 €. Mais dès qu'on arrive sur du plus gros, ça peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, si on veut des influenceurs très, 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 très connus. Donc, il y a un petit peu de tout. Pour mettre en place la campagne, on a créé une petite checklist. Donc, en 1, définir vos objectifs et indicateurs de performance. En 2, définir et bien comprendre votre cible. Et donc, du coup, auprès de quelle personne elle va se renseigner. Ensuite, il va falloir rechercher des influenceurs. Toi, tu le disais, Flavien, tu les trouvais. Comment tu as trouvé Pierre-Ambroise Boss? Ça a été une mise en relation ou tu l'as démarché sur LinkedIn? Quels étaient les critères que tu avais pour trouver au final les influenceurs? De l'endurance. Beaucoup J'ai d'endurance? essayé de le démarcher en 2017, en fait, quand il a Ok. été sacré champion du monde. Ah J'étais ouais, encore donc étudiant tu et y es j'avais pris tôt. essayé. Comment? Tu t'y es pris très tôt alors. Ouais, en tout cas, je pense que tu partageras aussi cet avis-là, c'est que le temps long, on surestime toujours nos capacités, en tout cas à court terme, et on sous-estime Hmm. l'impact du long terme et de la récurrence dans la création de contenu, dans la confiance dans le fait de travailler au jour le jour avec une vision claire. Moi, Hmm. j'avais essayé de le démarcher quand j'étais dans une association sportive pour le faire venir sur une conférence. Au Ok. final, ça ne s'était pas fait. Et aujourd'hui, je troquerais pour rien au monde le fait que ça se passe à la dernière fois et que ce qui se passe aujourd'hui n'ait pas lieu. Mais Hmm. on a simplement gardé contact avec notamment son agent et qui m'a vu en fait au moment où j'ai lancé l'aventure Beaumolet sur LinkedIn, Brian Cantero, donc que je salue, qui a vu en fait ma création de contenu, qui était basée sur Lyon. Et en fait, on s'est retrouvés de prime abord pour rien avoir avec Pierre-Ambroise Boss, puisque en fait, on s'est retrouvés pour organiser des événements de Mhm. running et de ramassage de déchets. Je crois même que tu avais participé à une J'avais de ces participé, sessions-là. ouais. Ouais, ça doit être le premier. Mais il est même venu faire une conf chez Pilotine, Pierre-Ambroise. Et t'étais là en plus, donc Ouais. le monde est petit. Et voilà, et en fait, petit à petit, c'est la création de contenu qui a rapproché, qui permet d'être un peu ce qu'on appelle top of mind, donc en premier dans la tête du client quand on pense à vous sur telle ou telle thématique, et c'est à ça que sert le contenu, à toujours Mhm. faire en sorte qu'on se rappelle de vous. Et petit à petit, ça permet d'avoir des petits signaux, des signaux faibles que vous pouvez ensuite activer au moment où vous en avez besoin. Et quand on a pensé à cette collaboration autour d'un produit, autour des mollets et de la chaussette, eh ben, il y avait déjà un point de contact avec Brian qui faisait office d'intermédiaire, d'agent. Et petit à petit, voilà, on a commencé à bâtir les choses, mais étape par étape. Et on ne sortait pas de nulle part non plus. Mhm. Trop bien. Et Donc, d'ailleurs, recherche. Ouais, vas-y, vas-y. si je peux me permettre un petit tips, Vas-y, vas-y. souvent, moi, je vous recommande, c'est d'aller ajouter
ou contacter les gens quand vous n'avez pas besoin d'eux. C'est le C'est plus meilleur sympa. hack en tout cas pour pas arriver, au moment où vous en avez besoin et paraître pour un opportuniste. Bon, je donne un tips complémentaire. Moi, quand j'ai besoin de demander quelque chose à quelqu'un, je lui demande pas frontalement. Je me dis, allez, je vais m'y prendre effectivement 2, 3 jours avant. Je vais d'abord demander des infos, des actus, des choses comme ça. Et après, je dirais, tiens, au fait, il y a ce sujet-là. Parce que sinon, c'est vrai que tu arrives avec tes gros souliers et c'est pas très agréable pour les gens qu'on les contacte juste parce qu'on a un besoin. Donc, il faut le plus possible rester en contact avec toutes ces personnes-là. Et comme tu le dis, bah, même échanger de manière hyper informelle quand on n'a pas besoin. Et comme ça, c'est encore plus simple, effectivement, d'y aller le jour où tu as vraiment besoin, quoi. Ok, donc recherche des influenceurs, analyse des influenceurs, prise de contact. Du coup, après, bah, derrière, on va prendre le contact avec les influenceurs, on négocie les termes de la collaboration, on fait un briefing créatif, un planning, on lance la campagne, on fait un suivi et une communication avec l'influenceur pendant la campagne, on analyse les perfs, on a une rétroaction et des ajustements, un rapport final, un paiement, etc. etc. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai bossé avec des agences d'influence, bah, on avait bien toutes ces étapes qui sont bien faites. Quand je le fais tout seul comme un grand, honnêtement, comme toi, je pense, on ne s'embête pas avec tout ça. Ce qui est important, c'est que le contenu soit créé, qu'après le partenariat se mette en place au fur et à mesure. Par contre, si demain, vous voulez vraiment avoir une grosse stratégie et avoir plusieurs influenceurs qui vont prendre position pour parler de votre projet, de votre produit, de votre service, bah, en passant par une agence, ils vont mettre en place tout ça et donc forcément, c'est un petit peu mieux fait. Donc ça, c'est quand on veut faire de la masse, du volume en lien avec une campagne en particulier. Genre, je lance un nouveau produit et je souhaite qu'il y ait 20 influenceurs qui en parlent. Ou je veux faire une campagne pour donner de la visibilité à je ne sais quoi. Par contre, quand vous êtes en mode partenarial, en général, vous embêtez pas avec tout ça. Mais si vous voulez faire, c'est assez intéressant. Et là, en plus, l'intelligence artificielle, honnêtement, peut vous aider. Donc, il y a pas mal de chatbots qui peuvent vous aider avec l'ensemble des sujets suivants. Moi, typiquement, j'aime bien me faire aider de l'IA, pas pour créer les contenus, parce que là, il faut que le contenu soit vraiment pertinent, vraiment quali, pas pour approcher la personne dans un premier temps, mais après, par exemple, pour faire tout ce qui est briefing créatif, pour gérer le planning, pour faire un suivi, pour analyser les perfs et tout ça. Bon, là, l'IA peut être assez intéressante, quoi. Et elle peut sûrement aider aussi pour rechercher des influenceurs. Je ne l'ai pas testé là-dessus, mais ça doit pouvoir être utile. Comment tu l'utilises, toi, l'IA, dans ta partie influence, Flavien? Moi, je l'utilise, enfin, pour l'influence et plus largement comme vraiment comme un assistant, en tout cas pour challenger les idées et surtout Mhm. faire tout le travail de structure. Ouais. Souvent, on sait assez ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, et ça, je le mets assez vite dans mes prompts, et derrière, je vois un peu comment il peut me sortir une trame. Ça Mhm. permet aussi de structurer plus rapidement à la fois une stratégie, une idée et la prise de contact vis-à-vis des interlocuteurs, agents, influenceurs. Ok, trop bien. Bah, la prise de contact, on a vu, hein. Il y a plusieurs possibilités. Prise de contact en DM sur le réseau social, donc toi, c'est pas mal ce que tu fais avec LinkedIn. Prise de contact par email, donc c'est la compétence que tu as débloquée ces dernières années ou avec pas mal d'outils comme Zelic, Lusha, Full Enrich, je sais pas combien il existe plein. On peut dire je cherche des journalistes, je cherche des. On peut avoir les emails de tout le monde. Ou prise de contact, troisième solution, via une plateforme d'influence ou une agence RP d'influence. Il y en a pas mal. Il suffit de taper agence influence LinkedIn, par exemple, et vous voyez qu'il y en existe plusieurs. Pour choisir la stratégie d'influence, donc soit il y a la collaboration en direct avec vous rémunérez en direct l'influenceur, vous offrez le produit, tout ça, soit ça va être via les relations presse parce que on peut obtenir aussi des communiqués, des communications qui vont être réalisées par des personnes qui veulent juste partager l'actualité, avoir la bonne information au bon moment, mais dans ce cas, il va falloir payer ou passer du temps à faire des relations presse. Toi, comme tu l'as dit, Flavien, bah, à un moment, tu t'étais mis à faire pas mal de RP. Tu avais eu des articles, dans des journaux ou en tout cas sur des sites internet d'actualité. Ça a dû aussi te déclencher des personnes qui aiment bien parler de ce secteur-là, qui en ont parlé, je pense, naturellement, non? Ouais, totalement, totalement, totalement. Donc ça peut aider. Donc soit vous payez l'influenceur, soit vous payez une agence de relations presse et les influenceurs en parleront gratuitement pour vous. Bon, d'un côté comme de l'autre, hein. Vous allez y passer du temps, vous allez payer quelque chose. Donc après, il faut choisir votre strat. Alors en type de collab qu'on peut mettre en place, on en a parlé. Donc il y a l'affiliation, c'est-à-dire que bah, vous allez proposer aux personnes de gagner un pourcentage de la vente que vous allez faire une fois qu'il y aura la vente.
par exemple, nous pilotine, on rémunère nos apporteurs d'affaires en leur donnant un pourcentage du projet qu'on a créé. Demain, vous connaissez quelqu'un qui veut faire un site internet, qui veut revoir son logo, qui veut mettre en place un CRM, qui veut une formation, n'hésitez pas à m'en parler et on peut mettre en place un contrat d'apport d'affaires, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Il y a aussi l'envoi de produits ou l'offre de service. Donc toi, tu privilégies pas mal ce que tu appelles la dotation, donc c'est-à-dire l'envoi de produits. Mais on a aussi les jeux concours. Vous pouvez faire co-organiser un jeu concours avec l'influenceur et puis il fait gagner 14 paires de chaussettes à l'ensemble de sa communauté. Donc, c'est les 14 plus rapides ou c'est au tirage au sort ou que sais-je. Ça, tu as déjà fait t'en fais pas mal des jeux concours, toi. On en fait 2-3 par an. En tout cas, on fait Ouais. ou du jeu concours ou même de la co-création avec possibilité de gagner une paire de chaussettes. Ouais, toi, c'est vrai que t'aimes bien co-construire même tes produits ou choisir les motifs avec ta communauté. C'est vrai que ça marche pas mal, ça. Ou encore, bah, le placement produit, service. Il met en avant le produit. Il y a un code promo où vous le payez. Et pour suivre les performances de tout ça, alors il faut savoir que vous avez la possibilité de savoir combien de fois les gens ont cliqué sur le lien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors il y a des raccourcisseurs d'URL comme bit.ly, qui permettent de faire ça. Sinon, vous avez ce qu'on appelle les UTM, donc c'est un truc gratos qui est mis à disposition par Google Analytics, où vous pouvez créer un lien, vous savez, les liens un peu horribles à lire là, comme ça, avec des points d'interrogation, des esperluettes de partout. Ça vous permet de savoir combien de personnes ont cliqué dessus pour regarder à quel point ça a été performant. Alors nous, on utilise Bitly, parce que comme ça, on a le nombre de clics directement sur la plateforme, mais on peut le faire aussi via les UTM. Ou, autre option, via un code promo. Si vous mettez un code promo, vous pourrez calculer toutes les personnes qui ont mis le code promo directement. Et si vous êtes en mode plutôt apport d'affaires, tout ça, il n'y a que quand vous avez closé un contrat que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors j'avoue que nous, c'est un peu plus dur. On peut savoir le nombre de visiteurs, mais vu qu'on n'a pas de vente en ligne, on ne peut pas utiliser forcément le code promo, on ne peut pas utiliser tout ça. Toi, quelle technique tu utilises le plus pour traquer tes perfs, Flavien? Sur les nanos et les micro-influenceurs, donc les gens qui courent plutôt donc sur TikTok ou Instagram, qui sont influenceurs, créateurs de contenu même plutôt, parce qu'on laisse vraiment leur patte créative pour mettre en avant nos produits, mais en tout cas, on va marcher au code promo. Ok, code promo. Parfait. Et après, l'influenceur va vous fournir tous les indicateurs, si vous les demandez, bien entendu. Mais ça peut être intéressant. Et ben voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. Un grand merci, Flavien, pour tous les retours d'expérience et tout ça. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Moi, je vais avoir quelques questions pour toi, Flavien, pour terminer. C'est ta vision de LinkedIn et de l'influence LinkedIn. Comment ça va évoluer dans les années à venir, à ton avis? Si on devait faire un peu de prospective, comment tu sens le marché, toi? De plus en plus d'acteurs déjà qui vont se situer entre les marques et les créateurs que nous sommes tous en réalité, Donc pour des agences? faciliter des Mmh. agences ou des intermédiaires, des freelances. Je ne sais pas quel sera encore le format, mais en tout cas, c'est une compétence de pouvoir dénicher les gens qui créent du contenu. Il y a aussi peut-être beaucoup plus d'outils aujourd'hui qui font remonter les informations. Il y aura Mmh. beaucoup plus, en tout cas, de transparence sur la partie performance, beaucoup plus de traçabilité, beaucoup plus d'agences, je pense, entre les deux. Et naturellement, en tout cas, des marques qui vont de plus en plus investir. D'autant plus que LinkedIn, la beauté de LinkedIn, c'est qu'on est sur un canal qui est historiquement plutôt B2B, donc Mmh. avec des paniers moyens beaucoup plus élevés et qui rendent les campagnes assez rapidement beaucoup plus rentables que sur du B2C. Parce que quand vous vendez une paire de chaussettes à 20 euros, que vous faites, admettons, 70% de marge si vous les vendez direct sur votre site internet, il faut en vendre des chaussettes si vous avez payé le créateur de contenu 5 Mmh. 000, 10 000, 15 000 euros. Ouais. Donc, je pense que le B2B sera beaucoup plus. En tout cas, LinkedIn va être un vrai canal d'acquisition et l'influence et la création de contenu. Il y aura beaucoup plus, en tout cas, de collabs, je pense, aussi entre les acteurs aussi, Mmh. comme il se fait aussi beaucoup avec les acteurs à Lyon et ailleurs sur des thématiques connexes. Il y aura du croisement de communautés, en tout cas. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, souvent les gens, ils parlent plutôt de high ticket, les fameux prestats qui coûtent entre 5 000 et jusqu'à 100 000 euros en disant, suffit que tu en vendes une à 100 000 et ton truc est largement rentabilisé. Donc ça dépend effectivement du prix de ces produits. J'aimerais parler avec toi aussi de la publicité. Est-ce que tu fais de la pub sur LinkedIn, qui peut être un bon complément à une campagne d'influence ou à des contenus organiques? Et quel est ton avis sur la pub sur LinkedIn? Est-ce que tu as testé? On l'a testé.
Et pour nous, pour d'autres, pour des clients aussi, puisqu'on fait aussi un peu d'accompagnement par le biais de Pilotine, sur des sujets autour de la création de contenu, de la prospection. Et aujourd'hui, nos retours en tout cas, ils sont 100 fois meilleurs. Enfin, la pub sur LinkedIn, ça coûte cher, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut avoir des paniers moyens très élevés, il faut que ça s'inscrive dans un budget global. Mais aujourd'hui, si vous avez 100% du budget à mettre pour avoir une performance qualitative et viser la perf, moi, aujourd'hui, mon parti pris, c'est plutôt de miser sur de la création de contenu d'une part, et la création de contenu, ça fait partie de la première partie, mais dans un deuxième temps, de parler prospection, campagne de prospection avec nos profils personnels, en l'occurrence, le profil de nos employés. Je trouve qu'on peut beaucoup plus toucher des personnes très ciblées, très qualitatives, parce qu'on est maître du ciblage, contrairement à quand tu fais du Meta ou du LinkedIn, tu ne sais pas exactement qui tu as ciblé directement. Tu as une relation beaucoup plus personnelle quand tu vas contacter en direct les prospects que tu as en tête. Ouais. Donc aujourd'hui, je miserais plus sur créateur de contenu, influenceur, tu vois, et le côté prospection sur LinkedIn, où je trouve que le ROI est plus rapide, plus immédiat. Trop bien. Bon, j'ai exactement le même avis. On avait fait une campagne de pub à 3000 balles sur LinkedIn. Zéro la tête à Toto, zéro en termes de visibilité, c'était une catastrophe. Donc ça coûte très cher, trop cher. C'est pour ça qu'on voit souvent d'ailleurs ceux qui font des pubs sur LinkedIn, ça va être Microsoft, qui a racheté LinkedIn. Ça va être des Google, enfin ça va être les très très gros qui ont des énormes tickets. Mais sinon, ouais, non, pas ouf non plus la partie pub. Et comme tu le dis, effectivement, le contact en direct, la prospection en direct, ou en tout cas la relation en direct avec les personnes, ça c'est ultra puissant, quitte à automatiser peut-être une petite partie si vraiment le volume est trop important. Mais ça, c'est hyper puissant, c'est vraiment pas mal. Et de la création de contenu qualitative et du partenariat. Au final, les partenariats, c'est vachement bien. Nous, on voit là, ces derniers mois, on a accéléré à fond même l'événementiel. Alors, mon métier, c'est de faire du digital. Et au final, j'ai jamais fait autant d'événements, on n'a jamais organisé autant d'événements avec Pilotine. Des événements avec des prescripteurs, des événements avec des clients, des événements avec des prospects. Par exemple, je sais pas, faire son anniversaire, tout. On peut créer tellement d'événements et les gens ont besoin de se revoir en vrai. Donc, c'est pour ça que le côté relationnel est vachement intéressant sur LinkedIn. Alors, si on peut le faire en vrai, c'est encore mieux. Mais le relationnel sur LinkedIn avec dans le chat, échanger, tout ça, en message privé, ça marche pas mal aussi. Ouais. Et si Question. je Ouais, peux vas-y. compléter ton point, Julien, sur un point, c'est qu'aujourd'hui, en plus, je pense qu'à l'ère de l'IA, on a une création de contenu qui n'a plus de barrière. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole sur LinkedIn avec l'IA. Et donc, on a de plus en plus de contenus qui sont de piètre qualité, où on sent Exactement. énormément que ça sent l'IA. Donc, on a une baisse du niveau d'attention aussi. Et tu l'as dit, l'événementiel reste finalement le moyen de rassurer aussi vos prospects, de On montrer que vous existe. êtes là, que vous êtes concret et d'avoir une vraie crédibilité. Parce que derrière son LinkedIn, avec LinkedIn, on peut faire genre on est le roi du pétrole, mais ce qui compte, c'est aussi le concret. Et il y a de plus en plus de concret dans le monde du sport, où même les applications de rencontres, tu vois, pour faire le parallèle dans le sport, se mettent à investir dans les clubs de course à pied, notamment, parce qu'on se rend compte que finalement, tu peux avoir 15 000 profils sur Tinder. La vraie rencontre, elle est 100 fois plus efficace. Carrément. D'ailleurs, si vous voulez rencontrer votre âme sœur professionnelle, petite pub pour les Entrepreneurs, du coup, un groupe de running que j'ai monté à Lyon qui est dédié uniquement aux dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Alors, le but, c'est pas de matcher de manière amoureuse, mais de matcher de manière professionnelle pour mieux collaborer ensemble, networker. Et à chaque sortie, on a entre 30 et 40 personnes. Donc, si jamais vous connaissez des dirigeants, des entrepreneurs, des décideurs lyonnais qui courent un petit peu, et parlez-leur des Entrepreneurs et avec plaisir pour les accueillir. Et ça, typiquement, ça fait partie des trucs événementiels qui fonctionnent super bien. Question de Mehdi. Quel sera le rôle de l'IA dans la construction de campagnes LinkedIn? Est-ce qu'il y a des outils concrets qui existent pour faire gagner du temps sur les campagnes LinkedIn? Ou en tout cas sur la création de contenu LinkedIn avec des influenceurs. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que, en tout cas, l'IA, ça reste une aide. Et aujourd'hui, en tout cas, sur la partie campagne, si le terme c'est campagne de publicité, faut bien garder en tête que c'est quelque chose qui coûte cher et qu'on voit plutôt sur des grosses entités, donc IA ou pas IA d'ailleurs. Et ensuite, sur la question du rôle de l'IA au sens large,
C'est un facilitateur, ça donne des coups de pouce, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'IA apporte autant de perfs que ce qu'on peut imaginer sur de la création de contenu, sur de la prospection. Moi, je le vois vraiment comme un assistant qui vient nous aider et faire ce rôle d'assistant pour structurer plus rapidement, rédiger plus rapidement. Mais le fond, en tout cas, c'est bel et bien à nous de le pondre, je crois. Ouais, j'ai carrément le même avis. Après, donc, quand on fait régulièrement la même chose, c'est là où l'IA peut nous aider à gagner du temps parce que on refait juste la même chose sur des tâches très répétitives. Mais quand on veut créer quelque chose d'original, créer quelque chose d'impactant, souvent, il y a que notre petite mimine, notre petit cerveau qui va réussir à faire quelque chose de bien. Et l'IA, par contre, peut pouvoir nous aider à générer des idées. Mais après, quand il faut matérialiser l'idée, c'est là où on compte sur vous. Manel demandait, est-ce que par publicité sur LinkedIn, on parlait bien des campagnes? Oui, je pense qu'on va parler bien des campagnes de pub. Alors là, on parlait, le webinaire, le live était sur les campagnes d'influence en passant par des influenceurs, mais sinon, pour la pub, on parlait bien des campagnes de pub qu'on peut faire sur LinkedIn. Question d'Elena. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre un contenu d'influence perçu comme authentique et un contenu perçu comme purement promotionnel? Flavien? En tout cas, je le vois de plus en plus sur Instagram et je pense qu'il faut regarder peut-être TikTok et Instagram pour comprendre ce qui va arriver en fait avec un train de retard parce que c'est souvent comme ça que ça se passe sur LinkedIn en l'occurrence. Instagram et TikTok sont déjà beaucoup plus structurés sur la partie contenu et sur la partie influence. Et aujourd'hui, il y a un vrai distinguo entre l'influence et le créateur de contenu. Et si vous dites à quelqu'un qui fait de la création de contenu qu'il est influenceur, c'est souvent un mot qui est un peu mal perçu. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais avec une big nana qui est trop forte en course à pied et qui crée du contenu. Et par mégarde, j'ai utilisé le mot influence. Je me suis fait cisailler en deux parce qu'il y a vraiment un distinguo du créateur de contenu, de celui qui va déjà être dans une démarche qui est un peu structurée pour communiquer. Et s'il est dans une démarche de créer du contenu, il a une patte, il a un ton, il a une façon de parler. Et le distinguo, il est souvent là, c'est que l'influenceur, il va prendre le script de vente que vous lui avez fourni et il va créer du contenu comme vous lui avez dit. Et du coup, ça va manquer d'authenticité. Son audience, elle va forcément le comprendre que ce n'est pas sa patte habituelle de prise de parole, ou ça sort un peu du chapeau. Là où, en tout cas, ceux qui sont un peu plus structurés dans une démarche d'apporter de la valeur, de créer du contenu sur LinkedIn, ils ont une conscience de ce qu'ils peuvent dire, pas dire une patte. Si vous leur laissez le champ libre sur la façon de faire, tout en ayant évidemment des éléments essentiels à valider sur les éléments promotionnels et compagnie, alors vous pouvez être sûr d'avoir un contenu qui va être plus authentique que la personne qui va juste faire un copier-coller de votre message. Il faut laisser la patte aux influenceurs, aux créateurs de contenu en tout cas. Et vraiment, c'est pour ça que c'est un travail de bien les cibler et d'aller chercher vraiment des gens qui ont une fibre créative, je pense, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Et d'ailleurs, je sais pas, moi, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des micro-influenceurs, donc des personnes qui ont moins de 20 000, qui avaient environ 20 000 abonnés, par exemple, sur Instagram. Et eux, ils aimaient bien dire qu'ils étaient influenceurs, pour le coup. Ils disaient, ils se présentaient en disant, bah ouais, moi, je suis influenceur et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est les gens qui veulent encore gratter des étapes. Par contre, ceux qui ont déjà 500 000 et qui ont, comme tu dis, vraiment leur patte, vraiment qui mettent vraiment toute leur créativité, ils n'aiment pas trop ce terme. Et effectivement, ils sont là pour créer du contenu, raconter des histoires et des choses comme ça. Ok. Trop bien. Bon, je pense qu'on est pas mal. Dernière petite question, c'est quoi les types de contenus qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn en ce moment? Il y a eu la période des carousels, il y a eu la période des sondages, il y a eu tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon toi là en ce moment? Alors, moi, je suis l'anti-mode. Ça fait 5 ans que je fais les mêmes types de contenus et que j'ai jamais voulu trop rentrer là-dedans. Déjà, parce que j'avais clairement pas le temps. J'ai pas Ouais. d'équipe vraiment dédiée là-dessus. Donc, moi, ça fait 5 ans que je fais texte ou photo plus texte parce que la photo, c'est quelque chose qui se fait rapidement et la performance, voilà, tout dépend de l'énergie et le cash qu'on a envie de mettre là-dedans. Mais dans mon cas, j'ai pas trop d'énergie là-dessus. Je me concentre plutôt sur mettre en avant les informations, les actus chaudes du moment, valoriser un peu notamment les réussites de l'entreprise, les nouveaux recrutements, les nouvelles sorties produits. Et je les agrémente en tout cas d'un visuel que j'essaye d'être le plus contextuel possible, faire en sorte que la photo ou la vidéo, évidemment, elle ait un lien et qu'elle soit réelle en tout cas, mais avec le texte pour essayer de matcher au maximum au niveau de la perf.
Ça, je suis tellement d'accord avec toi, moi aussi. Au final, ce qui fonctionne le plus, c'est un texte, une bonne image, mais bien travaillé. Et les trucs des carousels, des sondages et tout ça, des fois, on a fait des petits tests, mais c'était pas foufou, quoi. Allez, dernière question de Mathilde. Est-ce que tu as un conseil? On en a parlé pendant la préparation avec Flavien. Est-ce que tu as un conseil pour réussir à embarquer les collaborateurs dans une stratégie LinkedIn de l'entreprise? Très bonne thématique, ça. Ouais, difficile C'est de leur chaud, mettre hein? le couteau sous la gorge en tout cas, mais l'idée en tout cas, c'est de trouver les thématiques qui peuvent embarquer. Donc je pense que le meilleur moyen, c'est déjà d'engager les collaborateurs dans le processus créatif, dans le lancement, dans le produit. Donc si vous faites un nouveau site web et que vous avez réussi à engager l'ensemble des collaborateurs dans la création de ce site web, dans la réflexion de ce site web, ça va être beaucoup plus simple de leur demander de partager l'information ou de créer un post pour dire qu'ils ont participé à la création de ce site web, que si ça émane de la direction du CODIR qui demande, in fine, en bout de course, quand tout a été fait et fait par le management, de partager une info, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, à moins que l'actu soit comme l'assureur Alan qui fait rentrer Kylian Mbappé, et là, on est tous fiers, si on travaille chez Alan, d'avoir Kylian Mbappé dans les investisseurs. C'est souvent les projets qui sont, sur lesquels les collaborateurs ont participé qu'on remarque qu'il y a un engagement dans la création de contenu derrière. Mmh. Pour un autre avis sur le sujet, Mathilde, nous, du coup, chez Pilotine, on accompagne nos clients à mettre en place ce qu'on appelle des programmes ambassadeurs LinkedIn. Et à chaque fois, il y a 3 étapes. Tu as la première étape où en fait, on fait une formation de manière générique, donc c'est-à-dire vraiment les basiques, et tout le monde met à jour son profil, tout le monde met à jour pas mal de choses, on voit les bonnes pratiques, tout ça. Issu de ça, en fait, on fait émerger 3, 4 personnes qui ont l'air d'être plus chaudes que les autres en disant: ah, putain, lui, elle, ils ont l'air d'être un petit peu au taquet sur le sujet, ça a l'air de vraiment les intéresser. Donc là, on va faire un pilote avec ces personnes-là, et donc ces personnes-là vont profiter d'un accompagnement un peu plus, un accompagnement à la création de contenu, un accompagnement à faire un petit planning éditorial pour qu'ils puissent poster régulièrement. Et après, le but du jeu, c'est que ça puisse chauffer, motiver d'autres personnes en fait qui vont juste repartager les contenus, les choses comme ça. Mais voilà, c'est un programme ambassadeur. Par exemple, on l'a fait pour Schneider Electric. En général, c'est plutôt les grosses boîtes avec un gros codir qui vont s'organiser autour de ça. Et les petites entreprises, eh ben, ils vont tenter de motiver les collaborateurs. Il y en a, ils ont tenté de faire des primes. Il y en a, ils ont tenté de faire des cadeaux. Il y en a, ils ont tenté de faire des challenges. Mais au final, il n'y a que les gens qui sont vraiment motivés qui vont le faire. Donc, je pense que c'est important de donner les bases à tout le monde dans l'entreprise, faire en sorte que tout le monde ait un bon profil LinkedIn, parce que de toute façon, c'est utile à titre personnel d'avoir un bon profil LinkedIn pour les collaborateurs. Et après, c'est plutôt d'aider que ceux qui sont vraiment motivés, parce que très compliqué de forcer des gens qui n'ont pas trop envie. Et voilà. Allez, je te laisse le mot de la fin, Flavien. Est-ce que tu as une dernière info à nous partager, une promo à nous faire, de quoi tu veux nous parler? Vas-y, c'est ton moment pub, profites-en. Non, bah écoutez, si vous avez besoin d'équiper vos mollets, on vient de sortir une super chaussette de récup. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui peuvent se remuer les mollets, n'hésitez pas à venir équiper vos mollets sur beaumollets.com. Et surtout, si vous voulez vous muscler votre jeu sur la partie LinkedIn, vous avez évidemment Pilotine, puisqu'on donne des ateliers. J'ai eu le plaisir aussi voilà, de donner des coups de mollet à l'équipe de Pilotine. Donc on sera ravis de vous éclairer pour parler contenu et prospection digitale sur LinkedIn. Parfait, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos budgets OPCO pour faire prendre en charge vos formations, notamment LinkedIn. Un grand merci, Flavien, pour tous tes retours d'expérience terrain hyper enrichissants et intéressants. J'espère que vous avez passé tous un très bon moment en notre compagnie. Et puis, je vous dis à bientôt. Vous pouvez retourner sur le site de Pilotine dans la partie webinar. Il y a plein d'autres lives qui sont prévus prochainement sur le référencement naturel, sur l'IA, sur pas mal de choses. Donc, on reste en contact et puis à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Bientôt. Et bonne app.